avec Jean Guichard dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM. Une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Un trailer qui est aussi un consultant. Rencontre aujourd'hui pour la deuxième fois dans cette série avec un collègue. Je profite de ma présence à La Ciotat pour discuter en face à face et mettre en avant des collaborateurs au parcours atypique. Après Saveria, je vous propose de faire connaissance cette fois-ci avec Jean Guichard, dit Jeannot. Arrivé en 2016, Jean est devenu un pilier de Nexialist. Et ça tombe bien, car il était pilier dans sa jeunesse lorsqu'il tâtait de l'Ovalie du côté de Toulouse, pendant ses études d'ingénieur. De prime abord, le garçon est assez bourru. Il n'inspire pas d'emblée la franche jovialité. Mais si l'on gratte un peu, ce Bordelais d'origine, passé par Toulouse et plusieurs expériences dans les entreprises de DM, qui a désormais élu domicile à La Ciotat, s'avère un garçon particulièrement attachant. Musicien à ses heures perdues, passionné de rugby et supporter numéro 1 de l'UBB, je vous l'avais dit, il avait quelques défauts, et adepte forcené du trail longue distance, Jean est directeur de la production et du marketing chez Nexialist. Pour faire simple, il organise le travail des consultants et accompagne notre stratégie de marque. Bientôt 10 ans au sein de ce cabinet, Jean en est une pièce maîtresse. Toute l'équipe a suivi avec passion et assiduité son exploit lors du dernier UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Et oui, le bonhomme a bouclé les 180 km de ce trail hors norme en 44 heures. C'est vous dire son abnégation et sa volonté. Ce gars-là ne lâche rien. Bref, je suis ravi de vous faire découvrir Jeannot dans un podcast qui aurait pu s'intituler également Dans la tête d'un coureur, mais qui va garder l'ADN de You Talking to Med. Idem que Saveria, Jeannot n'aime pas parler de lui, mais il a accepté mon invitation et je l'en remercie. Salut Jeannot. Merci Flo, bonjour. Belle introduction. Ça va? T'as vu, j'ai été gentil avec toi. Presque. Alors, t'es qui toi, Jean? Si tu devais te qualifier auprès de nos auditeurs, tu dirais que tu es qui? Pas simple, hein? Non, ça c'est pas simple, t'en as dit beaucoup dans ton introduction, donc je vais peut-être me répéter un peu, mais qui je suis quelqu'un... je suis quelqu'un de passionné, engagé dans ce que je fais, j'aime aller au bout des choses, c'est peut-être le trait de caractère qui me... Perfectionniste? Oui, un peu? oui, beaucoup trop. Ça dépend, Oui. j'ai relâché un peu, Ouais. Mais ouais, je suis engagé dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, et quand je fais quelque chose, je m'engage à fond, et pour aller au bout des choses, aller au bout de la perfection peut-être, Tu lâches rien, quoi. Non. C'est viscéral, ça je sais pas faire. Je sais pas, oui, ça c'est mon drame. C'est mon drame. Je suis incapable de lâcher. Et des fois il faut, parce que il n'y a pas de raison. Tous les combats sont pas bons à mener, mais c'est difficile pour moi de lâcher. Alors, si tu veux bien, Jean, on va peut-être revenir sur ton parcours parce que c'est là où je trouve que, c'est la raison pour laquelle je t'ai sollicité et je suis ravi encore une fois que tu aies accepté cette invitation. Tu peux nous parler un petit peu de tes études? Donc, tu fais tes études à Bordeaux? Alors oui, lycée, toutes mes études à Bordeaux, classe préparatoire. T'as fait quoi comme classe prépa? Maths physique. Maths physique, ok. Ancienne MP. Parcours typé technique, je viens des maths, j'ai fait un lycée technique, j'ai embrayé sur une classe préparatoire parce qu'à la fin du lycée, après le bac, qu'est-ce qu'on fait? Je savais pas du tout. Dans quoi j'étais T'avais pas bon. d'idée? T'as jamais aucune idée? Aucune. Okay. Mon père ingénieur, mais j'avais Ah pas ouais. forcément envie d'aller là-dedans. Et voilà, en maths, j'ai continué, c'est bon, une classe préparatoire, on va voir ce que ça donne, on verra bien après, quoi. Et donc je fais classe préparatoire à Bordeaux et j'atterris à Toulouse. C'est ton premier choix? Ouais. C'est ton premier choix là. Ouais, je me rappelle de la question à qui tu l'as posée aussi, ouais. Mais c'est exactement la même réponse. Ouais, c'est vrai que tu as fait la même école que Lionel Dreux, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Ouais, premier choix, alors il y a deux choix en fait. Alors j'ai fait le concours, j'ai fait tous les concours d'école d'ingé. Celui qui m'a le plus réussi, c'est le concours des ENSI. Et j'ai choisi Toulouse pour la ville et pour son école, parce que Toulouse m'attirait aussi. Pour la vie étudiante, il ne faut pas se voler la face. Et en même temps, j'étais très attiré par la mécanique et hydraulique. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. On avait touché un peu ça en classe prépa. Et pourquoi les avions volent, ça a toujours été des questions qui m'ont un peu fasciné depuis tout petit. Donc j'avais envie d'aller sur une école mécanique des fluides hydrauliques. Et il y avait deux choix. Il y avait soit Grenoble, soit Toulouse. Et j'ai plutôt orienté sur Toulouse. Il y avait l'ENSICA et l'ENSEIT. Okay. L'ENSEIT un peu plus généraliste, où tu avais un parcours hydraulique, mécanique des fluides, avec des spécialités qu'on pouvait
adopté en troisième année, donc premier choix à Toulouse, et je suis rentré comme ça en vie étudiante, école d'ingé, Ok, en et plein donc, centre de Toulouse. ouais, donc tu fais ton école à Toulouse. Oui. Comment tu embrayes sur le dispositif médical? Tu fais un stage dans ce cadre-là ou comment Mon ça, Dieu, je sais même plus. tu sais plus? Mais C'est ça vrai? s'est fait complètement par hasard, parce que j'aurais Ouais. jamais dû finir dans le dispositif médical. École d'ingé mécanique et hydraulique, donc Ah oui. deux sorties Airbus, Mm. l'aéronautique, ou Ouais. alors des spécialités plutôt autour de la combustion. Parce qu'en dernière année, on se spécialise. Moi, je me suis spécialisé dans l'énergétique, donc gestion des flux, gestion de la combustion, gestion des mélanges, etc. Donc plutôt sur soit de la motorisation, soit motorisation moteur, ou alors de la combustion. Moi, mon stage, c'était de la cogénération pour air liquide, analyse d'instabilité de combustion. Donc tu vois, rien à voir Mhm. avec le, Ah ouais. rien à voir avec le DM. Et je finis mon dernier stage d'ingé, on commence à chercher du travail. J'avais pas forcément envie de quitter la région de Toulousaine. Sauf que région de Toulousaine, c'était sorti d'école 2002. L'aéronautique fonctionnait plus très bien, donc il y avait beaucoup moins de débouchés en aéronautique pour nos filières. Donc j'ai commencé à scruter les annonces et à accepter de quitter Toulouse. Et l'annonce qui m'a parlé le plus, c'était la première fois que je voyais une annonce ingénieur mécanique des fluides et hydraulique. Et il se trouve que c'était pour une boîte de dispositifs médical. Et c'était qui sans Et inscription? c'était Peter Surgical. C'était Peters, Ouais, c'est à Peter Peters. Surgical. Alors anciennement, enfin, je suis rentré chez les laboratoires RCLab Vermed. Le laboratoire RCLab Vermed en Normandie, qui venait d'être racheté par le même propriétaire que Peters et qui était en train de créer le groupe Peter Surgical. Donc globalement la même entité, enfin, on était tous sous la même égide. Et donc je suis rentré dans le dispositif médical complètement par hasard, quoi. En tant qu'ingénieur Ouais, R&D. ingénieur R&D. Ouais. En tant Ouais, j'ai fait qu'ingénieur du- R&D. ouais. Ok, donc tu restes combien de temps là chez... Alors chez Peters, je suis resté quasi 7 ans, 6 ans. Toujours au même poste en Non, R&D? non. T'as Ouais, j'ai bifurqué. démarré en R&D, développement de produits. J'étais embauché en fait pour redévelopper une gamme qui venait d'être rachetée par le propriétaire de Peters, une société qui était en train de péricliter et qui avait des brevets. Donc il fallait redynamiser, recréer une gamme, redévelopper des produits innovants autour de cette gamme. C'est sur de l'aérodynamique, pour être plus précis, donc de l'analyse de pression, intra-urétrale, intravésicale. Gestion des flux, gestion de pression, donc d'où le lien avec la mécanique et fluide hydraulique, parce que les produits c'était des tout petits capillaires, des tout petits dispositifs, donc il y avait vraiment des enjeux autour de la mécanique des fluides importants. Donc il fallait comprendre ça pour pouvoir redévelopper des produits. Donc j'ai fait de la R&D au départ. Après je suis allé au siège à Paris, donc 2 ans en Normandie, 3 ans après, 3 ans et demi du côté de Bobigny Beach, magnifique petite bourgade dans l'est parisien. Les locaux de Bobigny. Ah bah oui, je les ai bien connus. Ouais. Et là, j'ai continué à faire de la R&D plutôt sur des produits de chirurgie. Et j'ai aussi fait de la R&D sur de l'électromédical, puisque les unités de pression que j'avais redéveloppées, les dispositifs médicaux à usage unique, étaient branchés, connectés sur une unité de mesure. Ouais. Donc j'ai participé au développement de ces produits. Et ensuite, j'ai pris la tête de tout le service technique autour de cet électromédical, parce qu'il fallait l'installer chez les hôpitaux, faire les démonstrations, faire le SAV, continuer à le développer, etc. Donc on m'a confié, vu que j'avais développé les consommables. Donc tu manages un petit peu là ? 3 techniciens, ouais. J'arrive à Bobigny, on en parlera peut-être après, ça fait partie des personnes qui m'ont donné une chance et qui je garde un souvenir, un très très bon souvenir d'une collaboration assez hallucinante, parce que c'est Jean-Marc Chalot, pour ne pas le citer, qui était le PDG de Peter Surgical, m'a proposé de prendre la suite et m'a confié le service technique, parce qu'on avait des unités qui étaient installées dans différents hôpitaux parisiens notamment. Et c'était des produits qui avaient été laissés à l'abandon pendant plusieurs années, donc il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper. Et, tiens, il y a Jeannot qui est là, tu veux pas continuer? Je dis allez banco. Et donc j'ai fait du SAV, service technique, service formation sur site, installation, tout en continuant mon activité développement produit plus sur des gammes chirurgie cardiaque. Et voilà, je touche à plein de métiers en fait chez Peter. J'ai fait de l'industrialisation aussi, parce que tous ces produits-là, on les fabrique en Normandie à l'époque. Mais ça peut être un sujet intéressant aussi. C'est qu'on a été obligé de tout exporter à Bangkok, enfin d'industrialiser un site de Bangkok en Thaïlande, parce qu'on était arrivé, que ce soit sur des produits aérodynamiques, des produits façonnés. J'ai industrialisé. J'ai participé à l'industrialisation du site, à la formation sur place. Parce que on parle beaucoup c'est pas bien d'aller faire installer des productions dans les pays asiatiques, etc. Sauf que la vérité, c'était que ces produits qui étaient référencés dans les hôpitaux, ils avaient un coût à pas dépasser, parce qu'on est référencé avec un coût.
dans les marchés publics. Et ce coût est tiré vers le bas. Et si on veut continuer à avoir une société française qui fournisse les hôpitaux, on était obligé, par chance, Peters avait une filiale à Bangkok, on était obligé d'envoyer toute la fabrication petit à petit là-bas, des produits qui étaient vraiment très façonnés. Et il y en a beaucoup dans le dispositif médical. Et donc en fait, c'était un moyen de pérenniser ces gammes et de pouvoir encore fournir les produits et de maintenir sur le marché des produits, on va dire Made in France. Mais c'est le truc un peu ubuesque de l'histoire. Mais moi, j'ai aussi fait de l'industrialisation là-bas, ce qui est assez passionnant d'expliquer comment. Parce que le dispositif médical, si tu en sais quelque chose, c'est des produits qui sont, avec ton expérience chez Statis, j'imagine, c'est des produits qui sont assez. Il y a des process, mais il y a aussi beaucoup sur des marchés de niche, sur des produits un peu spécifiques, beaucoup de manutention, enfin de phase de production. C'est un peu artisanal, donc ça a été assez rigolo, un beau challenge d'aller expliquer ça à des opératrices et très surprenant aussi de la part du résultat. Donc on te confie des responsabilités. Visiblement, c'est une activité qui te plaît bien. Tu développes, tu manages, tu découvres plein de choses. Tu es encore jeune. Et comment ça se fait que tu quittes finalement Peters ? Eh bien, première expérience pro. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà fait le tour pas mal de sujets. R&D, beaucoup. L'innovation, j'ai travaillé avec des chires, c'était passionnant. J'avais envie de passer à l'étape du dessus qui était pour moi la partie marketing, c'est-à-dire vraiment la gestion de gamme, où là on était plus maître d'œuvre, donneur d'ordre entre guillemets sur une gamme de produits. C'est-à-dire que c'est le marketeur qui va définir les produits, qui va définir les besoins, qui va suivre les développements, etc. Enfin en tout cas, comme c'était le cas déjà chez Peters. Il n'y avait pas forcément de place en marketing parce que je travaillais avec des marketeurs qui étaient déjà bien installés, bien implantés dans le domaine. Et puis voilà, 6 ans, première expérience pro dans le même groupe, c'est bien de changer aussi. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais voilà, j'avais envie de découvrir autre chose. Et, toi, tu te mets à l'écoute du marché, concrètement. Voilà, je regarde un peu. On t'a chassé ou c'est toi non, qui... Non, un peu des deux. Après, on marché. commence à envoyer des CV, on est chassé, etc. Et je suis tombé sur une annonce qui m'a parlé, l'imagerie numérique, l'imagerie dentaire, et en tant que chef produit. Donc au redéveloppement des gammes produits, animateur de la gamme, un poste assez central, ça m'a toujours été, c'est ça qui me plaît en fait. Et donc j'ai été embauché dans une société qui s'appelle OND à l'époque, OND SS, et qui est devenue OND Radiologie après, dans la gestion numérique de l'imagerie dentaire. Voilà, donc ça s'est fait parce que j'avais envie d'une nouvelle aventure, mais pas par dépit de mon expérience. Et c'est pas la vie parisienne qui te pèse là? Non, j'étais encore à Paris, c'était en région parisienne. Ah, Wendy, c'est à Paris? Oui, c'était à Paris. Mais par contre, j'allais plus à Bobigny Beach, comme on disait à l'époque. C'était un peu plus sympa de rester sur l'Est parisien. Ah, je sais pas pourquoi. Non, c'est côté Croissy-Beaubourg avec tous l'Est parisien. C'est marrant, il y a beaucoup de sociétés autour de l'imagerie. Historiquement, Kodak était là. Et les fondateurs de OND étaient deux anciens de Kodak. Kodak Film, au départ, qui est devenu Kodak Numérique, qui a été racheté après Carestream. Enfin, il y a tout un tas de sociétés dans l'Est parisien qui tournent autour de l'imagerie numérique. Et donc là, tout ce que tu me dis, ton pédigré là ne permet pas forcément une ouverture, on va dire, vers Nexialis, quoi, tu vois? Ah, vers Nexialis. Vers Nexialis, parce qu'après Wendy, tu fais Nexialis directement? Eh bien alors oui. Bah oui, parce que là, en fait, là, tu es devenu un spécialiste de la conformité des produits au sein de Nexialis. Et qu'est-ce qui te fait changer d'avis là? Pourquoi tu pars chez Nexialis? Je suis resté pareil, j'ai fait une expérience, je suis resté 7 ans chez OND, pas mal de changements. La société a été rachetée par un grand groupe. Au départ, on était une société où il y avait de la production, du développement. On travaillait en collaboration avec une autre société concurrente également en Italie, qui avait la production de toute la partie mécanique des unités, des panoramiques 3D, tout ça. Nous, on avait la maîtrise de la partie numérique qu'on produisait chez nous, donc à Croissy-Beaubourg. Et on avait également toute une gamme de logiciels dentaires, de cabinets dentaires, qui était le logiciel numéro 1 en France installé dans les cabinets dentaires, qui est le Soft Julie Solutions, pour ne pas le citer. Et malheureusement, on faisait partie d'un groupe, la société a été revendue et la société a été coupée en deux. Donc la partie logiciel cabinet dentaire est devenue indépendante, rachetée par Henry Schein. Et moi j'étais sur la partie numérique, la partie imagerie internationale qui a été rachetée par la maison mère italienne avec qui on travaillait déjà. Et toute la production a été envoyée en Italie.
Donc on a continué le développement avec eux. Mais je sentais bien que voilà, les potes du SAV, les potes de la production avec qui on travaille sur les produits, on développé, tout est parti en Italie. Donc là, c'était un peu l'effet inverse de ce que j'avais vécu chez Peters à Bangkok. Enfin, c'était le même effet, mais ça m'a fait l'effet inverse parce que c'était les gens avec qui je bossais. On était aussi maître de ce qu'on faisait. Et là, on devenait une filiale de distribution et commerciale, purement commerciale. Donc, et pour le coup, j'avais vraiment fait un tour sur les gammes parce qu'on venait de lancer la 3D chez nous. Donc c'était les panoramiques 3D, j'étais là-dessus, j'avais fini là-dessus, on avait refait toutes les gammes numériques, des capteurs numériques, capteurs intra-oraux. Au bout d'un moment, j'avais plus grand-chose à faire et je me suis dit, bon, c'est peut-être là, il est peut-être temps d'aller faire autre chose. Et j'étais entre-temps aussi, parce que j'étais un peu le dernier des Mohicans dans cette boîte où il y avait eu pas mal de départs aussi, on avait rencontré Nexialist à l'époque qui se lançait. Et c'est là où j'ai rencontré Julie, Vincent et Alban. D'accord. Puisqu'on était devenus entre-temps un de leurs clients. Mes collègues de la qualité réglementaire avaient fait appel à eux pour... Et donc c'est comme ça que tu as rencontré les trois fondateurs de Nexialist. Exactement. Ok, très bien. Donc là, on a parlé de ton parcours, mon cher Jeannot. Comment toi, au sein de Nexialist, là, puisque tu es responsable de la production, donc c'est toi qui gères un petit peu les différentes missions que l'on nous confie, comment tu envisages, comment tu vois en fait l'évolution réglementaire ces derniers mois, ces dernières années? Alors, juste pour corriger ce que tu dis, c'est pas moi qui gère l'émission, parce que je suis pas tout seul dans l'équipe. On est d'accord. Moi, j'organise un petit peu, je vois avec les chefs de projet, les animateurs de tu priorises quand il faut. Voilà, les animateurs, ça reste les chefs de projet aujourd'hui qui travaillent avec l'équipe de conseil et les consultantes principales qui encadrent techniquement les missions. Comment je vois l'évolution on en parle souvent en interne. L'évolution, elle a été compliquée. Nous, il a fallu. On s'attendait à un gros chaos, enfin un gros boom en termes de boulot au passage au règlement, qui a été décalé. On va pas refaire l'histoire, on va pas en parler, mais beaucoup de. Enfin, est arrivée une période un peu floue, je trouve. Du coup, il a fallu apprendre un peu à nos équipes, je trouve, à vivre dans cette incertitude, parce qu'au final, aujourd'hui, on se rend bien compte que personne ne maîtrisait rien. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus cadré, on s'attendait on savait qu'on allait passer un step réglementaire avec des exigences supérieures et que il fallait aller inculquer ça auprès des fabricants. Mais le côté qu'est-ce qui va se passer demain, en fait, il n'y a plus personne qui le maîtrise parce que les ON ne le maîtrisent pas, la transition a été compliquée pour tout le monde. Et en fait, cette transition, elle a été aussi compliquée pour nous. Et c'est un peu ce message-là qu'il a fallu inculquer auprès des fabricants qui se reposaient un petit peu sur nous pour qu'on les guide bien. Mais en fait, il fallait leur expliquer aussi que on ne savait pas plus que eux, ni les ON, ce qui allait se passer demain et les exigences, comment elles allaient être vécues. Donc en fait, cette phase, ça a été un grand flou artistique. Il a fallu apprendre à naviguer un peu dans cette incertitude et quand gestion on en ressort, gestion de l'incertitude auprès des équipes, entre nous. On n'a jamais la réponse directe à comment on va faire, enfin comment on va démontrer cette exigence auprès de l'ON. Moi, c'est pas très intéressant comme exemple. On s'en fout de cet exemple. Marion, tu couperas. Hein. Mais je veux dire, oui, il a fallu apprendre à naviguer dans un monde qui était très réglementé. On s'attendait à avoir la réglementation a franchi un step, ça va dans le bon sens, c'est très cadré. En fait, derrière, il y a un sacré flou artistique et il faut apprendre à naviguer au milieu de ça. Et c'est ça qui a été difficile. Mais aussi qui fait un peu le sel et l'intérêt de notre métier de consultant. Et oui, parce que... et justement, dans ce métier-là, est-ce qu'il y a des anecdotes à nous faire passer, là, des trucs drôles ou qui t'ont marqué? Alors par rapport au sujet dont on vient évoquer ou l'expérience aujourd'hui en tant que moi je trouve, oui, j'ai 2-3 expériences pour montrer que on prône toujours l'expertise. On est très, alors il faut avoir une expertise, mais on peut pas être expert de tout. Et je trouve que notre métier, il faut pas oublier qu'on est quand même sur un métier humain. Et moi j'ai des anecdotes où je me suis retrouvé, on m'a envoyé en formation quand j'ai commencé chez Nexialist. Quand j'ai commencé chez Nexialist, on m'a envoyé en formation conception. Parce que j'étais plutôt cadré spécialisé en conception, mais par mon parcours, je comprenais. Ça avait du sens. Voilà. Donc je pars en formation conception qui avait été sous-traitée par un organisme de formation en France très connu. Je citerai, aussi, je peux le citer peut-être. Tu peux le citer, c'était l'IFIS-DM à l'époque. Qui nous avait sollicité pour qu'on assure ces formations. C'était chez un petit fabricant local à Paris qui s'appelait Vigo. Voilà, faut pas le citer non plus. Et je me retrouve. Alors ces formations étaient faites avec des ateliers pour 10 personnes max.
Voilà, toujours les mêmes histoires, parce que on fait des programmations pratiques, donc on aime bien mettre les gens en réflexion entre eux, faire des petits ateliers, c'est comme ça qu'ils retiennent bien les choses, c'est comme c'est l'intérêt, on n'est pas là pour faire un cours magistral, etc. Donc je me retrouve à partir à Paris, faire une formation en conception pour 10 personnes chez Vigon. Et je me retrouve dans la grande salle plénière de Vigon, devant un parterre de 50 personnes, j'avais tout le board, 2 sessions organisées prévues à l'avance, et j'apprends globalement au bout de la première matinée, parce que ça grinçait un peu les doigts, qu'en fait ce qu'ils avaient voulu c'était la formation 13485 version 2016. Et moi je déroule mon truc de conception, donc en fait voilà, il a fallu jongler un peu au milieu de tout ça. La deuxième session, je remonte en train, je suis avec mon collègue Guillaume Gaillard, pour pas le citer, qui était lui plutôt spécialisé sur l'ISO. Je prends des notes dans le train pour rajouter, parce que moi j'étais pas du tout spécialisé sur la 2016. Et enfin la 13485, parce que moi je partais sur faire de la conception quand même, hein. Enfin voilà, on n'était pas dans l'organisation, même si la conception fait partie. Et je me retrouve à prendre des notes sur mes feuilles, et puis finalement la deuxième session s'est super bien passée, tout le monde était content, j'ai rajouté les nouveautés de 2016 au milieu. Voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire que il faut savoir improviser. Que même si on est expert de plein de choses, et ben ça se passe jamais comme on a prévu, et ça retouche un peu ce que je te disais juste avant, et c'est peut-être ça qui est intéressant, Ça, savoir s'adapter. Voilà, en communiquant avec les gens là-bas, en essayant de trouver des explications, on a réussi à peu près à rendre tout le monde content. Satisfait. Mais oui, c'était un peu désarçonnant de se retrouver à un endroit où il fallait pas que je sois, et avec pas le bon sac à dos sur le dos, quoi, globalement. Très bien, Jean. On va passer à la séquence numéro 2, côté personnel. On a vu un peu ton parcours, ton actualité, ce que tu fais au sein de Nexialis. Maintenant, on va être un peu plus focalisé sur ta personnalité. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours professionnel, Jean? Alors ça, c'est une question qui est super dure pour moi. Du coup, j'ai pris une note, mais je suis même pas capable de relire ma note. De quoi je suis le plus fier? Si, de façon, Si, j'en ai parlé un petit Ouais. peu. Moi, c'est qu'on m'a confié, j'ai un peu toujours eu l'étiquette bouche-trou. Ça me va bien, j'aime bien ça. Mais tu l'as vu dans mon parcours, on m'a toujours confié des tâches un peu que personne ne voulait avoir, ou parce que c'était un peu laissé à l'abandon et qu'il fallait bien qu'on s'en occupe. Et la chose dont je suis le plus fier, c'est peut-être ça, c'est peut-être d'avoir réussi toujours à aller au bout des projets qu'on m'a confiés, de la confiance qu'on m'a apportée aussi, et d'amener les sujets malgré tout au bout des choses, donc que ce soit en termes de développement, et puis en termes d'organisation aussi, et voilà, j'ai pas quelque chose que je retire de particulier, mais c'est ça, c'est aller voilà, on me confie des tâches, et je vais au bout de cette tâche. Ce qu'on te demande. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé dans ce parcours, qui t'ont inspiré? D'un point de vue professionnel, oui, j'en ai parlé au début. J'ai rencontré Jean-Marc Chalot, qui a été le patron de Peters. Le patron, c'était Jacques Chemel, qui était l'actionnaire principal, qui possédait ce groupe-là, qui avait reconstruit ce groupe. Donc, qui était un serial entrepreneur qui a racheté des sociétés en dépôt de bilan pour les redévelopper, les redynamiser et recréer de l'emploi en France. Donc ça, c'était la première personne qui m'a donné ma chance. Ensuite, on est arrivé en même temps dans le groupe Peters, c'est Jean-Marc Chalot, qui a été le directeur général, qui m'a confié en fait ces différentes tâches, il m'a apporté une confiance. Je les remercierai encore jamais assez, parce que il m'a fait confiance. J'étais jeune, hein, j'avais 2 ans de boîte. Manager 3 personnes, 3 techniciens, se retrouver dans les hôpitaux parisiens à faire des démonstrations de produits avec les chiens, à développer des produits avec les chiens. Enfin, c'est passionnant, hein, et s'il n'avait pas été là, il m'avait pas confié, il m'avait pas fait confiance, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, le premier, c'est Jean-Marc Chalot avec Jacques Chemel derrière. Moi, c'est vraiment lui que je voudrais mettre en avant. Olivier Morier aussi, quand même, chez Wendy. Alors, Olivier Morier, c'était le fondateur de Wendy, qui m'a fait confiance sur des sujets un peu épineux. J'espère leur avoir témoigné, voilà, du moins leur avoir rendu cette confiance en allant vraiment au bout des projets qu'ils m'ont confiés. Ouais. Des passions, Jean? J'imagine que là, on va... Très très peu. Non, mais tu peux peut-être nous... Je sais pas, t'en vois, toi? Ouais, moi je pense que... Mais je le mettrai pas sous passion, là. Je sais de quoi tu veux me parler, mais... Du trail? Ouais, mais il y a plein d'autres trucs. Moi, je suis... La musique? J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune. J'adore ça. J'en fais beaucoup moins maintenant, malheureusement. Mais... Tu vas quand même toujours au concert? Oui, quelques concerts. J'ai eu des petits concerts sympas. Le dernier en date. T'as joué dans un groupe aussi? Oui, j'ai joué dans un groupe. Dernier en date, c'était quoi? C'était un petit truc dans un petit stadium là, où il y avait un peu de feu, Rammstein, un truc comme ça. Je sais pas si tu connais. Un spécial dédicace à mon acolyte préféré. Mais ouais, je suis un peu
des Ouais. concerts un peu branquignoles, mais c'est sympa. Après, Ouais. Queens of the Stone Age, Ouais, les Queen of Stone très Age, très ouais. beau concert, j'adore ça. J'ai jamais pu voir les Foo Fighters, qui Et est un de mes puis, groupes préférés, mais ouais. Et puis moi, je voulais quand même qu'on revienne quand même sur ton exploit, parce que je sais que tu n'aimes pas en parler, mais moi, je trouve que alors, on n'est pas dans le podcast dans la tête d'un coureur, mais là, au mois de fin août, on t'a tous suivi. Enfin, je pense que tu as vu, t'as été vraiment poussé par l'équipe oui. Nexialiste à Ouais, distance, ouais, parce ouais. qu'on était tous quasiment on était tous à te, ouais, Suivre. t'encourager, à Ouais, t'envoyer ouais. plein de messages positifs pour que tu puisses réussir cet exploit, parce que quand même faire 180 km avec 10 000 mètres de D+, Ouais. et puis finir ce truc-là, encore une fois, tu as prouvé que tu lâchais rien. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience, toi, Jean, comme ça, 6 mois après, là? Ça m'intéresse, tu vois. Qu'est-ce que j'en retire Parce que c'est un exploit quand même enfin, pour moi qui est limite surhumain, quoi. Parce que enfin, 180 km en courant, 10 000 mètres de D+. Alors, surhumain, la preuve que non. Bah, mais vous êtes comme Parce qu'on est quand même une sacrée. Oui, mais on est sacré loin. vous êtes même pas 50% à avoir fini Un de tous peu ceux. plus, oui, il y a eu Moi, je beaucoup crois de. pas. Il y a eu Non, moins il y a de. 1000 abandons. Ouais, je On crois est qu'il y a eu. 2007 au départ, 1000 abandons, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce que je retiens? Ben, moi, je suis pas du tout dans la course, en fait. Je retiens pas du tout la course, je retiens plus ce que tu as décrit. Et c'est ça qui porte, et c'est ça qui est fort dans ce sport. Enfin, pour moi, c'est plus qu'un sport, c'est autre chose. Mais Ouais. on pourra philosopher sur la question, mais c'est plus tout le partage qu'il y avait autour, Ouais. les messages d'encouragement. Le fait de voir que les gens, en fait, ils suivent alors on leur a rien demandé, tu vois. Enfin, Ouais. toute l'équipe était Ah derrière, ouais. je recevais Ouais. vos messages. Enfin, Ouais. l'engouement que ça génère derrière, j'avais la famille qui était là, mes filles qui étaient là, les Ouais. potes. On se fait porter par ce partage. Enfin, c'est vraiment un partage Ouais. qui est hallucinant. Et du coup, ça devient juste facile. Ouais. Facile entre guillemets, bien entendu, hein, il y a des moments durs, mais le partage, moi c'est vraiment ça qui m'a bluffé, qui m'a plu. C'est pas le fait de faire, ça aurait été 180, 200, je sais pas si ça fait une réelle différence. C'est plus le fait de se sentir poussé, de se sentir porté par des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, Ouais. qui sont au courant, et en fait Mais ça y a pas crée une fois c'est où- hallucinant, quoi. Il n'y a pas une fois où tu te dis c'est trop dur, je vais arrêter, j'en peux plus. Jamais. Parce que jamais. Non. Là, T'étais- sur cette... t'étais après, vraiment on était bien t'étais préparés bien aussi. préparé, ouais. Ouais, je pense que Ouais, la c'est préparation joue. combien de préparation là? C'est combien de temps de préparation? 6 mois? On En a amont? commencé vraiment. Après, la préparation, Oui. elle Tu l'as date fait tout le temps, mais depuis tout le temps, quoi. ouais, Enfin, ouais, depuis qu'on ouais. démarre, hein, Ouais, ouais. mais la réelle spécifique. préparation, elle a commencé en janvier. Ouais. En janvier, ouais. Janvier, ouais, 6 mois. c'est 7 mois. Janvier-février, vraiment. Mm. Et ouais, enfin, moi, je reste vraiment sur le partage qu'il y a eu autour de tout ça. C'est Ouais. les gens qui encouragent, Et du monde sur la piste, quasiment sur les. Ouais, il y a des sur fois, tout le on est un peu parcours. seul, Ouais. hein, quand même. Hein. Ouais, Faut pas parce se que voiler t'es la quand même- face. tu montes à combien là? Des fois, Vous montez, ouais, quand même. 2007, 2007, 150. Hein. Puis t'as eu de la chance parce que le temps Temps était cool, ouais. le temps Ouais. était bien et puis t'as Ouais. pu Ouais, ouais. t'as Même pu profiter parfois un peu quand même chaud. des paysages, quoi. Ouais. Ouais. Ok, alors maintenant dernière séquence quiz rapide, Jean. Quel est ton film préféré? Qu'est-ce que tu vas me raconter comme film, toi? Moi, je reste sur mes films quand j'étais étudiant, Et qu'est-ce que tu as vu quand tu étais étudiant? qui m'ont bluffé. Moi, j'étais fan des frères Coen, Ouais. Fargo, Fargo. Big Lebowski, Mm. Pulp Dude. Fiction, Ouais. Dude, ouais, of course. Ouais. Ça, c'est des intrigues, voilà, Ouais. le film qui démarre, qui a l'air de rien, et puis le scénario est tellement bien ficelé, et puis on se fait porter par ça, et puis l'intrigue derrière, Pulp Fiction, moi, c'est un film culte de ma jeunesse. quoi. 1994. Ouais, c'est ça que je cherchais la date. Voilà. 1994. Pulp Fiction, ouais, ce type de film, vraiment. Après, j'ai bien aimé Snatch aussi. Ah ouais. Brad Pitt dans Snatch, Mm. ça me régale. Ah, ça c'est moins ma cam, ça. Mais C'est vrai. ah ouais. Ah, Mais moi, Pulp j'ai bien Fiction, aimé. ouais, je suis fan. Ben ouais, les Tarantino, les frères Coen. Une boisson, un plat préféré. Tu vas pas j'aime me dire les tout. cannelés quand même. Ah, j'avais même pas pensé à le dire, celui-là, ça aurait été pas mal. Ça. Ou la chocolatine. Ou la chocolatine. Non, un bon, ouais, plein de mon enfant, ouais, un bon bœuf bourguignon. Ouais. Et puis le une vin boisson. rouge qui va avec. Hein. Ouais, du rouge. Ouais, du Bordeaux Ouais, quand même. un Bordeaux. Ouais, Saint-Estèphe. Ouais. Ouais, Saint-Estèphe, ouais. Ouais, c'est pas mal Saint-Estèphe. Ouais, Saint-Estèphe, pas mal. Ouais. Après, il y a Euh, très bon vin partout en France. Hein. Ouais. Je trouve. T'as réfléchi à un livre ou un auteur que tu recommanderais? Le Midi Olympique, bien sûr. Non, je suis Ah, pas un oui. grand lecteur. C'est le Midi Olympique, ouais.
Ouais, le Midi Olympique, même si c'est très pro-toulousain quand même, faut pas se voiler la face. Ouais, mais en même temps, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ah, c'est normal. La neutralité n'est pas de seconde. Mais même dans le rugby. Tu mets en avant surtout quand même dans le les rugby. meilleurs, quoi. Tu vas pas mettre en avant les gens, les Parlons-en des losers, quoi. meilleurs. Ouais, bien sûr. Moi, je suis plus podcast, moi. Je suis de plus en plus podcast. Et t'écoutes quoi en podcast? Pas forcément des trucs de course. Moi, j'aime bien les podcasts qui mettent en avant des entrepreneurs, des gens qui ont créé quelque chose, les difficultés de cette aventure, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs. Enfin, moi, j'écoute beaucoup Génération Do It To Safe, Stefanini, qui sont des podcasts relativement longs, qui met en avant, qui partagent des expériences de vie, des expériences d'entrepreneurial. Toujours enrichissant, j'aime bien ça pour m'enrichir, pour trouver des tips un peu dans le management, comment faire évoluer les équipes, comment faire. Et tu les écoutes lors de tes séances d'entraînement en course à pied là? Ouais, quand il faut partir longtemps. Tu pars le matin de bonne heure là, ça, j'aime bien ça. Dans la Pampa à côté de la Ciotat. Si tu étais un personnage historique, Jean, ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? Celle-là, je crois que je l'avais pas trop trouvé. T'as pas trouvé de héros? Ouais, après j'étais revenu sur l'histoire. Moi, j'ai toujours été marqué par ce qui s'est passé, la Seconde Guerre mondiale, la résistance. Donc je m'étais dit, je vais citer Jean Moulin, mais pas pour Jean Moulin lui-même, pour l'acte de résistance. Parce que j'ai toujours été, mon grand-père a vécu la guerre, il a été emprisonné en Allemagne, etc. Donc ça m'a. Et puis c'était pas un grand parleur, mais on sentait qu'ils avaient vécu des choses. Tellement dur et tellement qu'on peut pas comprendre, quoi, en fait, parce qu'on l'a pas vécu, et ça m'a toujours fait écho en moi, et cet acte de résistance ça me parle, et alors si je devais citer quelqu'un, Jean Moulin. Une destination, tu partirais où, toi? Là c'est chez moi, chez ma Bordeaux? mère. Non, même pas, c'est les montagnes du Béarn, pic du Midi d'Ossau, que j'ai fait plein de fois quand j'étais petit avec mes parents. Ma mère est de là-bas. Et c'est un coin magnifique, et les Hautes-Pyrénées côté Gavarnie, le Mont Perdu aussi. C'est vraiment 2 spots. Il y a des choses magnifiques à voir en français, on part toujours à l'étranger. Ah, mais donc du coup, parce qu'à midi, on courait ensemble à midi, Jean, tu me parlais, je te demandais ta prochaine destination. Oui, vers les Pyrénées. Et dans les Pyrénées, là, tu vas le faire le Val d'Aran, donc du coup, tu connais bien cette région-là? Plutôt côté français, côté Béarn, Hautes-Pyrénées. Un peu moins le côté espagnol, mais c'est une région qui est magnifique, et j'ai deux spots en tête là, quand tu me demandes un paysage, c'est cela, quoi. J'encourage tout le monde à y aller si tu veux aller faire un tour là-bas. Enfin, moi je t'encourage. C'est la dernière question, genre, si tu étais un DM ou si tu devais inventer un DM, ce serait lequel? Il n'y a pas un truc comme ça, tu te dis. Ça c'est dur. Il y a tellement de DM, il y a tellement de possibilités. Il y a. T'en as pas trouvé un? T'as le droit. C'est tellement vaste un DM, tu te rends compte de tout ce qui existe. Oui, non, mais c'était si tu devais en inventer un. Si un truc. Inventer un DM, j'en ai déjà inventé. Je ne veux pas les réinventer, ceux-là. Mais un DM en particulier, non, c'est trop dur, je trouve. Trop dur. Très bien. Il y a tellement de sujets, tellement de pathologies à traiter, tellement d'améliorations dans tous ces traitements que. Je sais pas, peut-être un qui me parle parce qu'on connaît quelqu'un qui œuvre pour ça autour de la maladie de Charcot, si ça pouvait être un DM qui permette de faciliter la vie des gens qui sont touchés, de réduire l'emprise de cette maladie. Il y a quelque chose autour de la maladie de Charcot, mais un DM en particulier, c'est difficile à dire. Merci beaucoup, Jean, pour cette discussion passionnante. De notre côté, on va se retrouver rapidement pour un autre podcast dans les prochains jours. À très bientôt. Ciao, Jeannot.